Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Chronique du Tailleur. Cette semaine, Julien explore l'histoire de l'utilisation du noir dans le vestiaire masculin afin de répondre à la question « Le noir, bonne ou mauvaise idée ?» De prime abord, le noir chez les tailleurs et dans l'univers sartorial est une couleur particulière, une couleur qui renvoie quasi exclusivement à l'habit du soir ou, de manière plus générale, à l'habit de deuil. Et généralement, dans l'univers tailleur classique, on réprouve l'utilisation du noir pour réaliser des costumes. Ça, c'est la base. Essayons toutefois d'aller un peu plus loin et revenons d'abord, si vous le voulez bien, à l'histoire du noir. À la cour de Bourgogne en France, aux alentours du XVIe siècle, le noir devient la couleur à la mode et se répand ensuite dans les Flandres et en Europe du Nord. Toutefois, pour avoir un noir très prépondérant et très partagé sur le continent européen, en Angleterre et aux États-Unis, il faut attendre la fin du XIXe siècle et l'âge d'or de la révolution industrielle. Si l'on essaye de dater un peu cela précisément, il faut regarder sous l'Empire, sous le Second Empire, donc 1850, 1860, 1870, et puis ensuite Troisième République, 1880, 1890. C'est là que le noir devient la couleur absolue et l'uniforme des hommes. Ce noir, dit-on, est celui de la bourgeoisie industrieuse et protestante d'Europe du Nord. Le drap de laine noire est utilisé par les hommes pour les habits de jour comme de soir. On peut le voir d'ailleurs beaucoup dans les tableaux de l'époque et à l'heure actuelle dans l'exposition Caillebotte qui a lieu à Orsay, les hommes s'habillaient de fracs, de redingotes, de jaquettes et de queue de pie noire. Le noir est donc véritablement la couleur de la fin du XIXe siècle et de la révolution industrielle. Le noir habille à l'époque l'aristocratie, la haute bourgeoisie, la bourgeoisie et tous ceux qui veulent se faire passer comme tels. Ensuite, aux alentours du tournant et de l'arrivée du XXe siècle apparaît le nouveau vêtement qui devient le costume à veste courte, celui qu'on connaît de nos jours. Donc il naît dans les années 1890, il se démocratise avant la Première Guerre mondiale. Avec ce costume à veste courte, d'autres draps arrivent, des draps plus sport, des draps avec des carreaux, des draps avec des rayures, et d'autres couleurs se développent. On adopte le costume bleu marine un petit peu, on adopte surtout des couleurs autour du gris, de l'anthracite et des couleurs de campagne autour des marrons. Du coup, le noir voit son hégémonie discutée et avec les années 10-20, après la Première Guerre mondiale, le noir se retrouve cornerisé à deux usages, celui des vêtements du soir, la queue de pie donc, et puis le smoking dans les années 30, qui est son successeur, et à certains habits de jour, comme la jaquette. Et cet usage de l'habit de jour jaquette noire perdure jusqu'à nos jours dans les cours royales. C'est ainsi que, par exemple, dans la famille royale en Angleterre, au Japon, en Espagne, la jaquette noire est ce qu'il y a de plus formel pour le jour. De fait, lorsqu'il y a des grands enterrements dans ces familles royales, il est logique de revêtir soit un uniforme militaire, soit une jaquette. La jaquette étant noire, on associe à ce moment-là le noir pour le deuil. Je doute que quiconque ait jamais eu un costume noir spécifique pour les deuils. Certes, peut-être que quelques lords anglais faisaient couper cela dans les années 30, 40 pour avoir toujours sous la main le costume noir pour le deuil, mais de manière générale, quand on assiste à des funérailles et qu'on n'a pas un costume noir, il est de bon ton d'utiliser deux accessoires, la cravate noire d'abord, et ensuite le brassard noir, une sorte de petite couture de tissu noir que l'on enfile autour de la manche gauche. Voilà, avec ces deux accessoires, cravate noire et brassard noir, sur n'importe quel costume, tant qu'il est à peu près discret et sombre, vous pouvez marquer et signifier votre deuil.
parce que le costume noir, c'est quand même pas, pas très intéressant de faire des costumes noirs juste pour ça. Il faut vraiment être très riche. Donc, aux alentours et après la Première Guerre mondiale, du noir, il reste seulement 2 usages principaux. Le principal, c'est le vêtement du soir, et dans un deuxième ordre, un peu moins usité, la jaquette noire, qui, par exemple, si on regarde des photos de Conseil des ministres dans les années 20, on verra les ministres en France sortir de l'hôtel de Matignon ou de l'hôtel de l'Élysée avec des jaquettes noires. Le manteau aussi, assez longtemps, perdure en noir. Le manteau noir avec un col de velours noir. Ça, c'est une habitude qui va assez loin. Mais avec les années 30, l'âge d'or du beau vêtement masculin, le noir disparaît complètement. Il n'intéresse plus les hommes, il n'intéresse plus les élégants. On préfère porter des camaïeux de gris, des beaux princes de Galles, de belles rayures craies, de belles rayures tennis. On préfère éventuellement des couleurs vives, comme on peut le voir dans la série Boardwalk Empire, des bleus vifs, des carreaux très chatoyants. On le voit aussi dans Apparel Arts. Toutes les illustrations d'Apparel Arts ne mettent pas en scène des costumes noirs, mais plutôt de beaux carreaux, de belles rayures, des pantalons blancs, des vestes sport. Bref, une thématique de couleurs que l'on retrouve d'ailleurs aussi dans Gatsby le Magnifique, quand il jette ses chemises, ce sont des couleurs pastel qui sont lumineuses. Donc avec les années 30, les élégants se détournent définitivement du noir, qui est relégué à 2 usages, le vêtement du soir et éventuellement dans les grandes familles aristocratiques, toujours la jaquette noire. Toutefois, on le remarque aussi, dans ces années 30, les hommes peuvent aussi se lasser du noir pour le soir. Apparaît ainsi la veste en velours, la veste en shantung, qui peut être rouge, qui peut être verte, et le smoking apparaît aussi comme bleu, bien que un peu plus tard, peut-être plutôt les années 50, le smoking bleu. Mais il n'est pas impossible que des années 30-40, des excentriques aient eu envie de couper court un peu à ce côté austère du smoking noir. Le smoking blanc, d'ailleurs, de certaine manière, apparaît aussi pour couper court à l'envie et à l'usage du noir. Toutefois, à contrario de ce que je viens de dire, dans les années 30, le noir revient. Parce que le noir, à ce moment-là, c'est le négatif de la société. Et qui est le négatif de la société ? Eh bien, c'est la pègre, eh bien, c'est la mafia, eh bien, ce sont les bandits. Et le noir revient à ce moment-là aux États-Unis, en Italie, en France. Si on regarde le film Borsalino, le noir devient une sorte d'élément de force comme ça, une couleur austère, mais une couleur aussi qui montre de quel côté on est de la société. Le costume peut être noir à rayures blanches, mais il peut être aussi, et c'est ça qui est très intéressant, il peut être aussi blanc à rayures noires, comme ça a pu se faire. On le voit aussi dans Boardwalk Empire, un petit peu ça. Et la chemise aussi, très intéressant, elle n'est plus obligée d'être blanche, elle n'est plus obligée d'être pastel, violette, bleu ou vert pomme. La chemise peut aussi être noire. Les bandits, la mafia, la pègre portent des chemises noires, et très vite, dans les années 30, puis bien sûr 40, les chemises noires, ça va être les fascistes en Angleterre ou en Italie, et même en France. La chemise noire va être le symbole du parti politique d'extrême gauche ou d'extrême droite, nationaliste, fasciste. Dans les années 40, le noir s'implante du coup, et dès lors, les milices en France, les ligues, par-ci par-là en Europe, et bien évidemment en Allemagne, tristement, les uniformes de la Gestapo sont noirs. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, les teintures ne sont pas beaucoup disponibles, la reconstruction de l'Europe est complexe, mais le noir n'est pas à l'ordre du jour. Certes, les couleurs sont sombres, parce qu'en fait, à cette époque-là, on teinte de manière naturelle, on a peu de colorants artificiels, donc toutes les laines ont des couleurs de mousse, un peu douceâtre en fait, on va dire. Ça, c'est l'esthétique des années 50. Dans ces années 50, toutefois, les importateurs de beaux tissus, anglais principalement, s'enorgueillissent d'afficher de belles couleurs dans leurs vitrines. Typiquement, si on lit le livre de Philippe Tretiak sur l'histoire d'Arnis, on va lire justement que les vitrines d'Arnis dans ces années 50 étaient extraordinaires parce qu'on trouvait des pulls rouges carmin ou violets, et ce qui était très rare à l'époque.
Toutefois, le noir est toujours cantonné aux vêtements du soir. Il faut attendre les années 60 et l'émergence aux États-Unis de ce qu'on pourrait appeler le costume fédéral ou l'esthétique fédérale. Je veux parler par là de ces fonctionnaires américains portant chemise blanche, cravate fine noire et costume noir, ou en tout cas costume très sombre. C'est l'uniforme typique du FBI, c'est par détournement le costume des Blues Brothers, et cette esthétique des années 60 que l'on peut apercevoir dans les tout premiers Columbo, qui ont été filmés en 68-69, et dans des films qui retracent cette époque, ou même dans Matrix d'ailleurs, qui pioche justement dans cette esthétique. Donc le costume noir et le costume sombre refait son apparition comme vraiment l'uniforme très 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 sage et très 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 conforme. C'est aussi peut-être parce que, ça va aussi arriver dans les années 2000, le costume, les hommes ont tout vu, ont tout porté, la rayure, le gris, le bleu, les carreaux, ils ont été lassés, ils veulent revenir à une sorte de basique et le costume noir apparaît comme une facilité. Donc justement, les années 70, 80, 90 revoient un âge d'or, dans les années 80 et 90, on replonge dans les années 30, on revoit apparaître des souliers, des Richelieu, du Fleury, de belles cravates, des mocassins, notamment des mocassins bicolores dans les années 80, des vestes de couleur. Tous les stylistes, tous les grands stylistes, Ralph Lauren, Armani et d'autres plongent dans les archives des années 30, de l'âge d'or d'Hollywood, pour ressortir une garde-robe magnifique pour hommes dans les années 80-90. Et donc, par effet de contraste, dans les années 2000, arrive un jeune styliste qui s'appelle Eddie Sliman et qui, lui, va mettre sur le devant de la scène un nouveau costume, déjà totalement slim. Il va inventer le slim fit. Il va remettre au goût du jour le slim fit qui avait déjà, dans les années 60, été au goût du jour. Donc, il va introniser le costume très près du corps et puis, dans le même temps, il va simplifier la colorimétrie du costume et du vêtement d'homme en mettant en avant le costume noir. Donc ça, c'est typiquement l'esprit des années 2000. Alors toutefois, si on regarde des archives et qu'on se plonge avec envie dans ces époques-là, on va voir assez peu en réalité de costumes noirs slim. C'est une idée qu'on s'en fait, mais dans les années 2000 perdure encore beaucoup de costumes des années 90, et le temps que le costume slim noir arrive chez les petits détaillants, en haute couture, en fait, on était déjà passé à autre chose. Le mouvement était allé assez vite. Donc en fait cette idée du costume slim noir qui perdure de 2000 à 2010, elle a quand même eu peu de temps pour s'installer et finalement elle s'est peut-être peu installée. Toutefois, dans ces époques-là, dont je peux parler puisque j'en suis relativement contemporain, j'avais 14 ans en l'an 2000, dans ces époques-là, le noir s'installe de deux manières. D'abord dans l'industrie du luxe. Un vendeur dans une boutique de luxe porte un costume noir, un costume slim noir, et c'est peut-être par là que va ruisseler l'idée du costume noir chez les hommes dans le quotidien. Mais en réalité, c'est plutôt ce costume noir slim s'installe dans les boutiques de luxe. Et il s'installe aussi ailleurs, dans une autre classe de population qui est client plus ou moins des boutiques de luxe. Et cette population, comment pourrait-on la caractériser ? Ce sont les intellectuels de la création. Les architectes d'abord, les designers, les stylistes, bref, les penseurs du style, les penseurs de la matérialité choisissent comme drapeau, comme porte-étendard, la tenue noire. Alors c'est pas forcément le smoking pour le coup, ça peut être des t-shirts, ça peut être des pantalons, ça peut être des duffel-coats, ça peut être des manteaux. Agnès B, typiquement en France, est une marque qui va surfer là-dessus, et d'autres aussi d'ailleurs. Et moi qui suis architecte de formation, Peter Zumthor, Jean Nouvel, et puis tout un tas d'autres dont les noms ne me viennent pas là à l'instant, portent du noir. Ça devient un signe de reconnaissance. Ils portent du noir parce qu'ils veulent de la neutralité, parce qu'ils pensent que
c'est la société qui amène la couleur, mais que eux-mêmes veulent être en marge de cette mouvance, de ce côté mouvant de la société, justement, de ce côté ethniquement très très éclaté, qui bouge. Eux, ils veulent pas être là-dedans, ils veulent se mettre à côté, donc ils s'habillent en noir. Ils font un pas de côté par leur tenue. Alors, certes, ça peut être très très beau, ça peut être un discours intéressant, mais là, je donne un bémol, celui du tailleur, celui qui peut-être regarde ça avec attention. Il me semble que le noir n'est beau que quand il est luxueux. Le problème du noir, surtout quand on s'habille entièrement en noir, t-shirt, pantalon, chaussures, manteau, pull, c'est qu'on se retrouve, en faisant des tenues ainsi, on se retrouve avec des noirs qui sont tous différents. Le coton noir, il va se délaver très vite, il va devenir gris. Un pull noir, il va avoir une tonalité de noir. Un manteau noir, il va avoir une autre tonalité de noir. S'il est en 100% laine, le noir sera peut-être plus présent que si c'est un laine polyamide. Et donc, il en découle une idée, c'est que quand on s'habille en noir, il faut s'habiller avec un très beau noir. Si on se contente des noirs qu'on trouve dans le commerce et qu'on les mélange entre eux, on aura une tenue qui ne sera pas belle, qui fera pauvre, parce que tous les noirs seront différents et les noirs auront des niveaux de délavement différents, ce qui fait que ça ne sera pas homogène. Et en réalité, ça ne sera pas un noir riche, mais ça sera un noir pauvre. Donc le bémol autour du noir, il est là pour moi. Il faut faire attention au noir, surtout si on veut s'habiller en intégral noir. Une fois que j'ai dit cela, avançons un tout petit peu, sortons de l'histoire pour arriver à de nos jours. De nos jours, chez les tailleurs, je le disais en introduction, le noir n'est pas tellement apprécié. On évite d'en faire, sauf lorsque c'est un smoking ou une jaquette. Bien que la jaquette grise soit un peu plus commune, mais je note quand même que depuis 2 ans, les jeunes et dans les bonnes familles, on revient un peu à la jaquette noire, probablement parce qu'on a vu en Angleterre de nombreux exemples ainsi portés. Donc, que dire du noir ? Récemment, j'avais un jeune qui venait pour son mariage et qui me demande un costume noir. Un peu surpris initialement, je tente de le convaincre peut-être de faire un bleu nuit. C'est souvent ainsi que l'on procède à la boutique. Et souvent, les gens viennent avec l'idée les mariés plutôt, viennent avec l'idée d'un costume noir, mais qui n'est pas une idée très arrêtée. C'est juste que pour eux, un costume, parce qu'ils ne sont pas très familiers du sujet, c'est noir. En fait, très rapidement, on arrive à les convaincre qu'un beau costume, ce sera plutôt bleu nuit, rarement anthracite, et qu'en tout cas, ça peut aussi être d'une autre couleur, un beau bleu turquoise, un vert, un bordeaux, etc. Donc ça, c'est la première phase de notre conseil. Toutefois, le jeune homme, cette fois-là, voulait vraiment un costume noir. Il avait déjà un costume bleu qu'il avait fait chez nous, et voulait pour cette fois changer un peu. Alors que dire ? En tant que tailleur, on n'est pas là non plus pour complètement casser l'idée du client. Donc j'essayais un peu de comprendre où il voulait en venir. Il est arrivé à une démonstration qui, moi, m'a beaucoup plu et qui m'a ramené chez Flusser, qui, dans son ouvrage, faisait grand cas d'une notion très importante, il me semble, qui est une notion de contraste. Quand on porte un costume, on essaye de trouver un contraste sur soi, entre sa peau, sa carnation, sa chemise, sa cravate. On essaie de trouver un contraste, de faire un contraste. À cette notion, le jeune marié apportait une deuxième notion de contraste, qui est celui du contraste par rapport à la robe de la mariée. Puisqu'elle sera en blanc, je veux être en noir. Au fond, comment voulez-vous contrer un tel argument ? C'est pas idiot. Pourquoi ce serait mieux en bleu marine ou en gris foncé qu'en noir ? Moi, en noir, c'est très net, noir contre blanc. Contre cela, je n'avais rien à dire. Le client ne voulait pas pour autant faire un smoking parce qu'il n'était pas forcément à l'aise avec cet habit, avec la soie. Ça ne lui parlait pas plus que ça. Il voulait un beau costume noir. Pour ma part, en tant que tailleur, mon but, c'est de comprendre le besoin du client et de dire « Eh bien, oui, je vais lui faire son costume noir et ça sera le plus beau costume noir que je vais faire. Ça m'intéresse. Je ne vais pas être contre l'idée, je ne suis pas obtus, je vais marcher avec le client. » D'autant plus que j'ai toujours eu comme référence
dans une série britannique des années 90, une série qui s'appelle Retour au château en français, ou Brideshead Revisited en anglais, qui est l'adaptation d'un roman d'Evelyn Waugh. Le personnage de Sébastien, qui est le petit lord, porte un très très beau costume noir, chemise blanche, cravate club noire et blanche. Et ce costume m'avait toujours fasciné, avec son petit col-pointe, un bouton, des bretelles dessous. Et j'ai pensé immédiatement à ce costume quand le jeune marié m'a parlé d'un costume noir. Donc je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, faisons un costume noir. Et justement, pour revenir à ce que je disais avant, faisons un beau costume noir. Trouvons le bon tissu, le tissu qui fait riche, le tissu qui fait opulent. Nous avons donc passé en revue différents tissus. C'est là qu'on se rend compte les différents niveaux de noir. Il y a des noirs qui sont ternes, il y a des noirs qui sont grisâtres, il y a des noirs qui sont pas lumineux, et il y a des noirs qui sont profonds. Pour le coup, le client a choisi chez l'Europiana une qualité de laine et mohair qui s'appelle Carouse et qui est vraiment ce que j'ai de mieux, magnifique, un très beau laine mohair aux alentours de 300 grammes avec un très très beau tombé, un tissu très plastique, un très très bel aplomb. Enfin, j'étais ravi qu'ils choisissent ça parce que c'était pas le moins cher par ailleurs. Donc, il a acté son costume noir, on a choisi la doublure, etc. J'avais 2 remarques, et je lui ai fait 2 remarques sur le moment. La première, c'est que le noir, même s'il est d'une certaine manière mis de côté par les tailleurs, et qu'on ne le travaille pas des masses, il faut quand même reconnaître que dans notre petit milieu, le petit milieu sartorial, notre petit microcosme, entre Paris, Londres, Munich, New York, Singapour, notre petit milieu sartorial, depuis 1, 2, 3 ans, ne déteste pas le noir, ou en tout cas ne déteste pas les camailleux de gris et de noir. Quelques vestes classiques que je donne en termes d'exemple, des vestes plutôt automne-hiver, la veste en prince de Galles gris, c'est-à-dire le prince de Galles fait de noir et de blanc, la veste en pied de poule fait de noir et de blanc, la veste en chevron fait de noir et de blanc, des vestes qu'on peut trouver chez Dreyx, qu'on peut trouver chez Berg & Berg, qu'on peut voir en photo chez Ralph Lauren. Ce genre de vestes font bon accord évidemment avec des pantalons gris foncé, gris moyen, avec un camailleux autour du blanc, du noir et du gris. Mais ces pantalons font aussi très bon accord, et c'est ça qu'on voit chez Dreyx toujours, chez Saman Hamel. Ce genre de veste s'associe très bien avec des pantalons de flanelle noire, voire, ce qui est très à la mode en ce moment, des pantalons de velours noir. Et donc le noir, même s'il n'est pas forcément dans l'air du temps pour les costumes, il est dans l'air du temps pour des tenues sport et dépareillées qui cherchent à faire des camailleux et à construire des camailleux autour de nuances de gris. Ce sont des nuances de gris de loin, mais quand on est de près, ce sont des accords de blanc et de noir. Ça, c'était la première remarque que je lui ai faite. Donc, l'idée de faire un costume noir n'était pas complètement à côté, puisque le noir est un peu à la mode. La deuxième remarque que je lui faisais, c'est que moi-même, je ne déteste pas le noir en costume. J'en ai même un, mais vous me direz, il n'est pas totalement noir. En fait, c'est un tissu qui m'avait tapé dans l'œil quand Holland & Sherry avait sorti une liasse de flanelle de luxe, flanelle Super 140, donc flanelle très douce, plutôt fine mais très douce. Il y avait un drap qui m'avait tapé dans l'œil immédiatement. C'est un drap de flanelle noir, vraiment noir, jolie petite texture veloutée. Et il y avait une petite rayure craie. La rayure craie n'était pas espacée de la largeur d'un doigt, mais c'était des rayures craie plutôt serrées, tous les 5 mm. C'était un costume qui me faisait rêver parce que je l'avais vu il y a quelques années dans une vitrine chez Ralph Lauren, cette petite rayure craie, pas très espacée comme ça sur un fond noir. Et dès que j'ai vu le tissu, j'ai sauté dessus pour me faire le costume. Hélas, d'une certaine manière, je travaille avec des ateliers dans ce qu'on appelle la deuil-mesure ou la mesure industrielle. Ce costume est sorti un peu petit. C'est hélas le petit aléa de mon métier. Je ne maîtrise pas tout, je ne coupe pas le costume. Ce costume est sorti un peu petit, donc il a toujours été un peu petit, un peu étroit. Je ne l'ai pas mis beaucoup, mais vraiment, qu'est-ce que je l'apprécie ce costume, parce que j'adore ce drap noir. Pour la question que j'évoquais juste avant, j'ai une carnation très claire, et sur moi, c'est très lumineux.
Voilà, ça met en valeur le visage parce qu'il y a un contraste très très fort. Et puis la deuxième étape de cette deuxième remarque, c'est que j'avais vu dans une liasse de Fox Flanelle, ce beau drapier anglais, j'avais vu dans leur liasse de flanelle que j'avais pu feuilleter une très très belle flanelle noire que j'avais trouvée somptueuse. L'intérêt, c'est que quand un costume est coupé en flanelle, la flanelle a une sorte de profondeur. Déjà, elle est mate, elle n'est pas brillante. Il y a une sorte de profondeur comme ça qui donne un côté très, très agréable et qui rompt le côté noir de deuil. Ça devient beaucoup plus riche en fait en termes de texture, en termes de ressenti, en termes de visuel. Et je me suis toujours dit que j'aimerais beaucoup avoir ce costume en flanelle noire qui, inévitablement, de toute façon, en photo, n'apparaîtrait jamais totalement noir, mais pourrait peut-être passer pour un gris anthracite, mais encore que ce serait pas grave s'il passait pour un noir. Et j'avais envie de faire ce costume, justement en repensant à ces Colombo des années 68-69, les tout premiers Colombo, ou même dans Ma sorcière bien-aimée. Ce look de l'américain avec la petite pochette blanche juste rectangulaire qui apporte un petit peu de clarté sur le noir, et je caresse cette idée depuis quelque temps. Toutefois, j'ai déjà pas mal de costumes, donc je vais pas me lancer tout de suite. Voilà donc pour cette réponse autour du noir, une couleur ambivalente, une couleur rare tout de même, et j'espère que cela vous donnera envie éventuellement de réfléchir à l'idée de faire quelque chose autour du noir, peut-être une tenue sport, et en tout cas peut-être un smoking aussi. C'est un choix toujours agréable et toujours utile quand on a un smoking. On trouve toujours des occasions de le mettre. Voilà pour le noir. J'espère que cela vous fera réfléchir. Merci Julien. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du tailleur. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis sur les plateformes de podcast.